Et merci d'être présente sur notre plateau. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je suis prête à répondre à vos questions. Madame la Présidente, beaucoup de personnes pensent que votre candidature à la présidentielle de 2025 divise l'opposition et l'affaiblit. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons à des élections présidentielles. Ce sont des élections extrêmement importantes. Et moi, mon objectif, c'est que nous arrivions à organiser et à obtenir l'alternance. Le candidat adverse, qui est le candidat du parti au pouvoir, est en une position que nous devons réussir à renverser. Donc, moi, je pense que ma candidature, au contraire, est une opportunité pour toute la Côte d'Ivoire. J'ai un programme, j'ai un profil, j'ai une histoire, j'ai une tenue, un comportement qui peuvent mettre les Ivoiriens en confiance et qui peuvent les amener à décider qu'au contraire, cette candidature-là est une grande opportunité pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire récupère son esprit, son âme, sa souveraineté, sa prospérité. Et donc, de ce côté-là, je demande aux Ivoiriens d'être sereins et d'aller en grand nombre sortir ce jour-là pour voter, pour que nous obtenions l'alternance. Madame la Présidente, il y en a qui pensent que votre candidature est faite pour accompagner M. Ouattara, comme Kakabe l'a fait en 2020. Frère, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est extrêmement sérieux. Il s'agit de la gouvernance, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et vous croyez que je vais me lever là pour aller accompagner quelqu'un? Moi, je ne suis pas une accompagnatrice. J'ai un projet de société. J'ai une vision pour la nation ivoirienne. J'ai une ambition pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai une ambition pour la population de Côte d'Ivoire. C'est à ce combat-là que je vais. Obtenir l'alternance. C'est à ce combat que je vais. Je ne vais pas accompagner quelqu'un. Et je souhaite que les Ivoiriens là, restent sereins. Qu'ils se mobilisent fortement. C'est tout ce qu'on leur demande. Parce que ce débat-là nous concerne tous. Comment est-ce qu'on va construire et obtenir l'alternance? C'est ça le vrai débat. Laissez de côté les histoires d'accompagner celui-ci et accompagner celui-là. Ça, c'est un détail inutile. Allons à ces élections-là pour créer l'alternance. Voilà tout ce que je demande. Vous vous sentez donc capable de remporter cette élection? Quand on va à des élections présidentielles, c'est pour gagner. Et je vais gagner ces élections présidentielles-là. J'en ai toutes les capacités. J'en ai la conviction interne. Et je souhaite que les Ivoiriens me suivent dans cette conviction interne. Transformez vos mentalités, fixez votre objectif qui est que nous obtenions l'alternance par ma candidature. Vous pensez pouvoir gagner, vous êtes certain de gagner cette élection. Vous avez aujourd'hui 76 ans. Avez-vous suffisamment d'énergie pour relever tous les défis qui vous attendent? Les énergies là, c'est pas moi qui vais être à tous les postes. Donc les énergies là, ça s'organise. Ça se structure quand on va à des élections. C'est avec un appareil. Et ça se structure là, avec l'appareil. Là, je n'ai rien à y voir. Ce qu'il y a à voir ici, c'est l'efficacité de la machine qui organise, n'est-ce pas, la prise en charge de ces élections. Vous avez passé plus de 7 ans en prison. D'aucuns pensent que vous êtes déconnecté des réalités ivoiriennes. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi ils pensent ça? À partir de quoi ils décident ça? Vous m'avez entendu parler en Côte d'Ivoire, vous aviez le sentiment que je suis quelqu'un qui ne connaît pas la réalité ivoirienne. J'étais en prison, mais j'étais en Côte d'Ivoire et je suivais ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Je suis sorti de prison il y a 7 ans et pendant les 7 ans, j'ai suivi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai agi. Pourquoi est-ce qu'ils vont décider que je suis déconnecté?
Ça, ce sont des propos qui visent à minimiser. Avançons. Nous allons à des élections présidentielles, des élections très importantes, pour lesquelles vous avez demandé un certain nombre de réformes qui n'ont pas été obtenues. Mais pourtant, vous êtes dans la course. Pourquoi? Comme vous dites, nous allons à des élections présidentielles. Et pour ces élections-là, nous avons souhaité qu'un certain nombre de réformes soient réalisées pour que le système électoral soit entièrement assaini et que nous allions à ces élections-là avec le maximum de chances de remporter ces élections. Mais nous allions à ces élections également en nous disant que nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Ce sont les deux choses qu'il faut prendre en considération. Nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Nous avons commencé donc par mettre sur la table les réformes que nous souhaitions. Nous avons invité le gouvernement, qui est le seul organe capable de convoquer, n'est-ce pas, des rencontres pour traiter de ces réformes-là. Mais le gouvernement a refusé de s'asseoir, de convoquer ces rencontres et de s'asseoir avec les partis, avec les organisations de la société civile pour traiter les points de réforme. Est-ce que pour autant nous allons dire que comme le gouvernement a refusé, alors laissons-lui la place, il n'a qu'à tout seul aller aux élections, se rétablir comme successeur de sa propre gouvernance? Nous disons que non. Nous disions que même si nous n'obtenons rien, il faut quand même aller à ces élections. Et que nous n'avons rien obtenu. Ça, c'est un fait. Nous n'avons absolument rien obtenu. Ça va rendre ces élections difficiles. Et c'est pour cela que nous demandons que le peuple, qui est le vrai décideur dans cette affaire-là, c'est lui qui sanctionne dans cette affaire-là. Nous disons qu'aujourd'hui, peuple, venez vous-même, levez-vous et venez donner votre verdict. Voilà. Donc nous irons à ces élections. Et nous en appelons au peuple pour qu'il vienne lui-même assumer sa propre responsabilité dans la transformation de notre société et dans les résultats qui vont venir. Madame la Présidente, cette élection met en jeu une candidature qui est décriée, celle du 4e mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? La candidature du 4e mandat, nous avons déjà donné notre point de vue là-dessus. Lorsque nous avons organisé notre meeting de la CAP Côte d'Ivoire, nous avons déjà indiqué que pour nous, le 4e mandat n'est pas bienvenu. De la même manière que le 3e mandat était anticonstitutionnel. Mais aujourd'hui, cette question est devenue une question d'ordre politique, qui n'est plus seulement une question d'ordre juridique. Parce qu'en réalité, en 2020, le Conseil constitutionnel a statué sur cette question et a décidé de retenir la candidature de M. Ouattara comme candidat acceptable. Et donc le Conseil constitutionnel avait déjà donné sa réponse à ce niveau-là. La question n'est donc plus, quand nous la soulevons, elle n'est donc plus, n'est-ce pas, fondée sur le système juridique de la Côte d'Ivoire. Nous disons que ça devient un débat politique. Et dans ce débat politique-là, pour que les choses soient tranchées, il est bon que nous ayons le gouvernement d'un côté, tous les partis politiques intéressés par cette question, toutes les organisations de la société civile intéressées par cette question, de l'autre côté, pour qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on arrête des décisions qui soient communes, opposables à chacun des acteurs. Nous n'avons pas obtenu cela, c'est ça qui est le problème. Nous n'avons pas obtenu cela. Et donc nous allons à ces élections malgré le fait que nous n'avons pas obtenu cela. Mais nous disons qu'il vaut mieux malgré tout aller à ces élections-là. Parce qu'avec le peuple, nous pouvons encore renverser cette situation. Madame la Présidente, vous promettez de rassembler tous les Ivoiriens, mais votre nom reste étroitement lié à la crise que la Côte d'Ivoire a connue de 2010 à 2011. Beaucoup ne vous font pas confiance. Qu'est-ce que vous leur dites? La Côte d'Ivoire, de 2002 à 2011,
a vécu une crise très forte. Par moments même, cette crise s'est transformée en guerre dans notre pays. Ça a été très fort. Et mon nom est attaché à cette crise. Je l'admets, je le reconnais, mais est-ce que c'est seulement mon nom qui est attaché à cette crise? Le nom de M. Alassane Ouattara est attaché à cette crise. Le nom de M. Soro Guillaume est attaché à cette crise. Le nom de M. Laurent Gbagbo est attaché à cette crise. Le nom de M. Bédié est attaché à cette crise. Tous les Ivoiriens, quelle que soit leur position politique à cette époque-là, quel que soit leur rôle dans la société, du haut de l'échelle jusqu'au bas de l'échelle, tous les Ivoiriens ont été concernés par cette crise, ont été touchés par cette crise, ont pris position, ont agi dans cette crise. Nous sommes tous concernés par cette crise ivoirienne, qui a été une crise très laide, je le redis. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis sorti de prison, j'ai insisté pour dire la seule voie qui s'offre au peuple ivoirien, c'est la voie de la réconciliation. Sinon, j'ai été jugé pendant cette crise. Et sur la question de la participation à toutes les violences, j'ai subi un procès et j'ai été acquitté. Il y en a qui sont aujourd'hui là, qui n'ont même pas encore subi le procès. Et on ne sait pas ce que ça va donner quand ils subiront le procès. Est-ce que vous voyez? J'insiste pour dire que la solution là, à notre nation ivoirienne, c'est de pardonner et de demander pardon. Nous sommes allés à Bouaké pour faire notre première fête de liberté en 2023. C'est exprès que j'ai choisi Bouaké. Parce que c'est à Bouaké que les choses se sont cristallisées, implantées, enracinées. Le siège de la rébellion, c'était Bouaké. Et je considère qu'à cette époque-là, l'âme unitaire de la Côte d'Ivoire a pris la fuite de notre pays depuis Bouaké. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on aille à Bouaké. Et quand on est arrivé à Bouaké, on a rencontré toutes les communautés qu'on pouvait rencontrer à Bouaké pour poser le problème du pardon, de la réconciliation et de l'unité de notre nation. J'ai élevé la voix à Bouaké pour dire que moi-même, en tant qu'épouse du chef de l'État d'alors, je considère que nous qui avions le pouvoir à cette époque-là, nous avons le devoir de demander pardon au peuple ivoirien. Parce que c'était nous qui dirigeons le pays. Et le peuple a souffert quand nous dirigeons le pays. Il n'a pas forcément souffert par nous, mais il a souffert quand nous dirigeons le pays. Et donc il est important que nous demandions aux Ivoiriens de nous pardonner le fait que nous n'ayons pas été suffisamment capables d'assurer leur totale sécurité pendant cette période-là. Mais j'ai dit, si nous demandons pardon, nous demandons également qu'on nous présente des excuses et qu'on nous demande pardon. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je pardonne et je demande pardon. Et je souhaite que chaque Ivoirien, quel que soit le rôle qu'il a joué, qu'il demande pardon et qu'il pardonne. Les deux choses-là doivent aller de pair. Et ensemble, donc, nous devons organiser la réconciliation pour relancer notre pays, pour que l'âme de la nation ivoirienne réintègre, n'est-ce pas, le territoire ivoirien, l'État ivoirien, le peuple ivoirien. Nous avons ce devoir-là. Et je considère que ce devoir-là, il n'est pas encore accompli. Et que nous devons ensemble travailler à cette réconciliation et à cette récupération de l'âme de notre nation. Ce travail-là, il est encore à faire. Et je pense que de ma posture, là, je peux faire ce travail. Je peux initier ce travail. Et c'est la raison pour laquelle je demande également aux Ivoiriens de voter pour moi. Parce que cette action-là, elle doit être faite. C'est donc un duel entre vous et le président Alassane Ouattara. Si vous deviez aller au deuxième tour,
de cette élection présidentielle, quelle serait votre stratégie pour gagner? La stratégie, on ne la met jamais sur la table. On ne publie jamais la stratégie en public. Pourquoi ce serait un duel entre Alassane Ouattara et moi? Nous avons des élections. Alassane Ouattara peut être éliminé au premier tour. Pourquoi vous voulez que ce soit un duel entre Alassane Ouattara et moi? Disons que ce sera un duel s'il y a un deuxième tour entre les deux candidats qui seraient retenus pour le deuxième tour. Moi, je pense qu'il vaut mieux poser le problème comme ça. Madame la Présidente, vous êtes donc candidate à la présidentielle 2025 contre Alassane Ouattara. Mais des informations circulent sur les réseaux sociaux affirmant que le même Alassane Ouattara qui est votre adversaire, vous aurez remis jusqu'à 6 milliards de francs CFA pour que vous soyez candidate contre lui. Vrai ou faux? Faux. Je pense même que ce raisonnement-là est assez illogique. Si Alassane ne veut pas me retrouver comme candidat, pourquoi il va venir me donner de l'argent pour que je sois candidat contre lui? Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est illogique. S'il ne veut pas de moi comme candidate, mais il peut me dire, bon, je te donne de l'argent pour que tu ne présentes pas ta candidature. Ça peut être un petit peu logique. Mais qu'il me dit, je te donne de l'argent pour que tu sois candidat contre moi, c'est assez illogique. Donc j'ai dit, c'est faux. Je n'ai pas reçu d'argent, ni de demande de M. Alassane Ouattara. Et puis j'estime que le débat que nous sommes en train de mener là, c'est un débat extrêmement important. La candidature pour les présidentielles dans 2025, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de notre nation. Pourquoi on joue avec? Il faut éviter toute cette propagande qui a pour but de discréditer l'adversaire. Il y a quelques mois, j'entendais dire que M. Bagondo, ministre de l'Intérieur, me donne tous les mois 10 millions de francs. Pourquoi il va me donner tous les mois 10 millions de francs? Pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Moi, je suis une ancienne première dame. Si en tant que ancienne première dame, le gouvernement considère qu'il doit remettre de l'argent, il va regarder ce que la loi dit. Et il va me donner en fonction de ce que la loi dit. Et il va donner par le chemin qui convient et qui a été prévu par la loi. Mais pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui va venir me donner 10 millions de francs par mois? Il faut qu'on sorte de cette politique qui a pour but de discréditer, de salir, d'avilir l'adversaire, juste parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va faire place nette pour son propre candidat. Il faut qu'on en sorte. Le débat est trop sérieux et trop important pour ça là. Il faut qu'on en sorte. Nous allons revenir donc à cette élection et à votre candidature. Vous avez une offre à faire aux Ivoiriens. Quels sont les piliers du MGC pour affronter ou bien pour se présenter devant les Ivoiriens? Ah, vous savez, quand on parle des élections présidentielles, il faut avoir une vision. Il faut avoir un projet de société, voir un petit peu comment on peut voir la société. Il faut avoir un programme de gouvernement quand on va accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'on compte faire, n'est-ce pas, pour le pays? Nos textes sont prêts à ce niveau-là. Est-ce que vous avez quelque chose d'important pour la jeunesse ivoirienne? Pour la jeunesse ivoirienne, nous avons des choses très importantes. La première chose, c'est que nous disons que la jeunesse ivoirienne, elle démarre dès l'âge, n'est-ce pas, tout petit, 1 an, jusqu'à environ de 30-35 ans. C'est cela que j'appelle moi la jeunesse ivoirienne. Les adultes ont comme mission, premièrement, de les prendre, de les former, de les rendre compétents pour la nation, pour qu'ils puissent assumer la relève dans cette nation, au moment où ils auraient acquis cette compétence. La deuxième chose, c'est d'organiser leur intégration à la société pour qu'ils puissent occuper les postes qu'ils doivent occuper. La troisième chose, la jeunesse là, ce sont les bras valides, les bras robustes. Donc on leur confie dans la société un certain nombre de responsabilités. Réussir à gérer l'économie du pays, n'est-ce pas? Ils doivent être des bras valides pour cela. C'est-à-dire que si dans notre pays là, nous ne devons pas souffrir de la faim, la jeunesse va être utilisée pour que nous réglions ce problème-là. Réussir à assurer la sécurité du pays. Ce sont les jeunes qui vont être organisés par l'État pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, de toute la société dans le pays. Réussir à
organiser la transformation de tout ce que nous produisons. C'est la jeunesse. Donc nous avons le devoir de mettre la jeunesse à l'école, de lui donner les moyens d'apprendre. Nous avons le devoir avec les jeunes, là, une fois qu'ils ont acquis la connaissance, de les utiliser, de les intégrer dans la société. Donc de leur donner des emplois, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent assumer des responsabilités dans la société et remplacer les adultes qui à un moment donné deviennent par l'âge inopérationnels, pour qu'eux ils prennent la relève. Leur donner la formation pour qu'ils acquièrent la sagesse, pour qu'ils connaissent l'histoire, pour qu'ils connaissent le droit de leur société. Avec la jeunesse, on doit faire tout ça. Et puis ils doivent, comme je disais, assurer la sécurité, aider à l'édification de la nation. C'est pour ça que nous avons prévu dans notre programme, par exemple, le service civique pour les jeunes, pour qu'ils puissent assurer la défense de leur société, mais pour qu'ils également puissent participer à l'édification, la construction de leur nation. On doit faire les routes, on doit construire les écoles primaires, les collèges, on doit faire les ponts, on doit les retrouver dans tous ces projets-là. En tant qu'élément du service civique, ils doivent cela à leur société. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec les jeunes. Il faut qu'ils attachent déjà à leur ceinture. Parce qu'il faut qu'ils soient responsabilisés dès leur plus jeune âge pour devenir des hommes matures, des hommes responsables, des êtres compétents pour leur société. Votre candidature n'est donc pas une candidature à vendre? Ma candidature n'est pas à vendre. Mais c'est la nation ivoirienne qui n'est pas à vendre. C'est l'État ivoirien qui n'est pas à vendre. Donc ma candidature ne peut pas être à vendre. À propos de la jeunesse, le programme de gouvernement du MGC, je crois, propose le service militaire obligatoire pour la jeunesse. Qu'en est-il? Ah oui, lorsque je parlais de service civique, je pensais aussi service militaire. Mais effectivement, vous avez raison, dans notre point de programme, nous avons rendu le service militaire obligatoire pour la jeunesse. Parce que le service militaire, le temps du service militaire, c'est un temps où on éduque le jeune à assurer la sécurité de sa nation, pour acquérir la probité, pour acquérir le patriotisme, pour acquérir la fidélité à sa nation. Donc le service militaire là va être obligatoire. Madame Simone Gbagbo, vous êtes candidate à la présidentielle de 2025, mais vous êtes d'abord et avant tout une femme. Quel est votre message en direction des femmes? Vous savez, les femmes en Côte d'Ivoire ont toujours joué un rôle extrêmement important, aussi bien dans la politique que dans le développement de la nation. Dans le combat pour l'indépendance déjà à l'époque, dans le combat pour la souveraineté, les femmes jouent un rôle extrêmement important en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce sont des acteurs à qui il faut accorder une attention toute particulière. Quand on prend rien que l'économie, vous vous rendez compte que tout ce qui sort du vivier qui nous permet de manger, c'est les femmes. La plupart de toutes nos régions de Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui sont au travail pour cela. Pour la commercialisation de nos produits, c'est les femmes. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est également pour la transformation de nos produits. Les femmes sont encore en ligne, à tous les points de vue et dans tous les secteurs. Les femmes sont au travail. À l'école, les femmes sont là également pour obtenir le diplôme. Elles ne laissent pas les hommes prendre le pas sur elles. Les femmes sont au service à ce niveau. Dans les bureaux, les femmes. Il y a des secteurs même d'activité professionnelle qui sont tenus presque entièrement par les femmes. Par exemple, dans le domaine de la santé, ce sont les femmes qui assistent les autres femmes pour accoucher. Déjà depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, ce sont les maîtresses qui sont les plus nombreuses dans les écoles primaires, dans les écoles préscolaires pour encadrer les enfants et les aider à grandir et à faire grandir leur intelligence. Les femmes jouent un rôle extrêmement important dans notre nation. Et pour ça, il faut leur accorder une place particulière. Et ça, nous sommes convaincus que les femmes là vont constituer un pilier extrêmement important pour la transformation de notre nation. Transformation économique, transformation industrielle, transformation
même social, il faut que les femmes jouent ce rôle et nous allons avec elles jouer ce rôle. Vous